We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. Face à la menace américaine sur le Groenland, le Danemark qui contrôle le territoire est bien décidé à ne pas se laisser faire. Il y a énormément de choses à dire, c'est une histoire et un peuple très riche. The fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. À partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, il y aura une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs. We don't want to be twice colonized. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Et aujourd'hui, on repart dans le monde pour s'intéresser à l'histoire d'un pays qui est au cœur de l'actualité politique internationale, le Groenland. Si vous suivez l'actualité, il ne vous a sans doute pas échappé que depuis que Donald Trump a obtenu ce qu'il voulait au Venezuela, en y ordonnant une attaque surprise qui a permis à son armée de kidnapper le dirigeant Nicolás Maduro, l'appétit de l'autocrate états-unien se tourne désormais vers un pays qu'il convoite en réalité depuis son premier mandat, le Groenland. C'est donc pas nouveau puisque Trump a passé une bonne partie de son premier mandat à essayer de draguer les habitants de ce territoire, ou la puissance occupante qu'est le Danemark, afin qu'ils acceptent de lui vendre l'île, sans succès. Or, autant durant son premier mandat, Donald Trump était limité dans ses velléités de conquête par sa propre administration, voire même par le Parti républicain, autant aujourd'hui, il a largement plus les mains libres, ce qui place le Groenland dans une situation très inquiétante. Par ailleurs, il y a des gens à qui Donald Trump n'aime pas trop demander leur avis, les Groenlandais. Alors pour cette enquête, le média est allé s'interroger sur le peuple groenlandais. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? C'est la question que nous nous posons ce soir. Enfin, pas vraiment ce soir, vu que l'émission sort plutôt le samedi matin, en fait, mais ce que je veux dire, c'est... Même si les premiers peuplements de l'île du Groenland datent du 3e millénaire avant notre ère, issus de populations venues du continent américain, les Groenlandais actuels descendent de populations qui ont colonisé l'île à partir de l'époque médiévale. D'après les sources médiévales islandaises, c'est un explorateur du nom d'Eirik Rodé, ou Éric le Rouge, qui aurait été le premier Européen à fonder une colonie sur l'île au Xe siècle. Ce serait également lui qui l'aurait appelé Groenland, littéralement le pays vert, à ne pas confondre avec l'Islande, le pays de glace. J'ai toujours trouvé ça marrant, dans l'espoir que ce nom positif permettrait d'attirer les colons. Toutefois, même si les Vikings subsistent plusieurs siècles au Groenland, ils en disparaissent eux aussi progressivement au cours du XVe siècle, du fait de conditions de vie déjà rudes mais rendues encore plus difficiles par le refroidissement du climat à cette période. Pourtant, c'est aussi à l'époque médiévale qu'un nouveau peuplement, inuit cette fois, arrive dans la région et s'y établit, lui, de façon durable. Les Inuits fondent au Groenland, mais aussi dans d'autres territoires comme en Amérique du Nord, une société adaptée aux conditions climatiques difficiles, principalement basée sur la chasse et la pêche. Les Inuits se désignent d'ailleurs souvent eux-mêmes comme Groenlandais, et ils constituent la quasi-totalité de la population du pays, qui compte un peu plus de 10 000 habitants au début du XXe siècle. Toutefois, au XVIIIe siècle, le royaume de Danemark et de Norvège fait valoir ses droits sur le territoire au nom des premiers colons scandinaves, dont on avait pourtant plus de nouvelles depuis pas mal d'années. Ils y envoient des colons, y établissent des comptoirs commerciaux, et cherchent à convertir les quelques milliers d'Inuits qu'ils y trouvent au christianisme. Politiquement, le territoire est donc rattaché à la monarchie danoise qui parvient à le conserver durant les siècles suivants. Au point qu'en 1933, un arrêt de la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations, l'ancêtre de la Cour internationale de justice actuelle, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, ça c'est encore autre chose. Et c'est pas le sujet. Un arrêté de la Cour internationale donc confirme la souveraineté danoise sur le territoire. Faut voir que déjà au XIXe siècle, le Groenland avait attiré la convoitise des États-Unis, qui, en vertu de la doctrine Monroe, considéraient que ce territoire faisait partie de l'espace géographique américain et devait donc relever de leur influence. Ils avaient fait une première proposition de rachat en 1867, en pacte avec l'Islande, parce qu'après tout, on se refuse rien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Groenland se retrouve isolé du Danemark, alors envahi par l'armée allemande. Mais il est considéré comme un enjeu stratégique non négligeable. Il passe temporairement sous protectorat états-unien, ce qui n'empêche pas les Allemands d'établir des avant-postes. Cette situation permet toutefois au territoire de s'administrer de façon autonome. Et après la guerre, et après que les États-Unis ont encore fait une proposition pour racheter l'île, le sentiment autonome se renforce, du moins sur le papier. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement à partir des années
années 60, les autorités danoises mènent au Groenland une politique de danisation bien coloniale qui a un impact considérable sur les modes de vie des habitants. C'est-à-dire que d'un côté, un parlement du Groenland s'est mis en place en 1951 et le Groenland a acquis le statut de province danoise, ce qui lui permet d'être représenté au parlement danois, mais de l'autre côté, le pays n'a pas encore d'autonomie politique réelle. Et le gouvernement danois, dans une volonté d'uniformisation, applique une politique coloniale d'assimilation qui prend parfois des formes assez brutales. Les autorités danoises ferment des villages entiers au motif qu'ils ne sont pas viables économiquement et forcent leurs habitants à se regrouper dans des villes dans lesquelles on construit de nouveaux appartements afin de les accueillir. Les chiens de traîneau, constitutifs de la culture inuite, sont interdits dans les villes. Et même si la chasse et la pêche continuent d'avoir une importance primordiale et participent à l'essor économique du territoire à cette période, c'est aussi parce que ces secteurs économiques s'industrialisent. L'exportation de produits de la mer se développe autour de la pêche industrielle de crevettes notamment, et puis les besoins des Groenlandais changent et se modernisent aussi. Les maisons traditionnelles groenlandaises, qui n'avaient pas de prix puisqu'elles étaient faites à partir de matériaux locaux, sont remplacées par des maisons modernes, surtout à partir des années 60 où elles sont équipées de l'électricité et de l'eau courante. Sauf que ces maisons modernes coûtent cher et le gouvernement ne prend en charge qu'une partie du coût. D'un côté, comme les maisons modernes sont plus hygiéniques, les conditions de vie des Groenlandais qui y vivent s'améliorent et les maladies reculent. Mais de l'autre, l'industrialisation vient percuter les modes de vie traditionnels. Les pêcheurs villageois ne peuvent pas lutter contre la pêche industrielle et connaissent des difficultés économiques. Enfin, les autorités danoises incitent les Danois à aller s'installer au Groenland, avec des logements gratuits, des impôts inexistants et des emplois à pourvoir. Ce qui fait qu'il existe des inégalités économiques assez importantes entre les colons et les autochtones. Toutefois, une grande partie des Danois qui font le déplacement retournent au Danemark après quelques années, et seule une partie d'entre eux reste et s'adapte à la culture, à la société et à la langue groenlandaise. D'autant plus que beaucoup d'enfants groenlandais sont envoyés suivre des études au Danemark, ce qui accentue le rapprochement culturel du Groenland avec l'État colonisateur. Accessoirement, entre les années 1960 et 1980, les autorités danoises, pour éviter que les Groenlandais ne deviennent trop nombreux, mènent une politique eugéniste très violente de contraception forcée. La Groenlandaise Nadja Libert témoignait il y a 2 ans du fait qu'en 1976, alors qu'elle avait 14 ans, elle et ses camarades de classe ont été envoyés à l'hôpital et se sont fait poser des stérilets. Aucun consentement, les parents n'étaient même pas avertis, les opérations sont en plus très douloureuses et entraînent pour les victimes des tas de complications, au point que beaucoup se font même retirer l'utérus par la suite à cause notamment de la douleur. Cette politique eugéniste de l'État danois, elle n'est revenue dans le débat qu'au début des années 2020, en même temps qu'une autre violence coloniale utilisait des tests biaisés pour arracher des enfants à leur famille. Parce que oui, le Danemark avait l'habitude de faire passer des tests de compétences parentales à sa population, et si des parents échouaient à ce test, les enfants leur étaient retirés et placés en famille d'accueil. Mais alors, la partie incroyable, c'est que pour les Groenlandais qui parlaient que le groenlandais, les tests pouvaient quand même être passés en danois, et sans interprète. Résultat, les enfants groenlandais avaient 5 fois plus de chances d'être placés en famille d'accueil que les Danois. C'est le témoignage d'une Groenlandaise en 2024, largement relayé sur les réseaux sociaux après que sa fille lui a été retirée 2 heures après sa naissance, qui a permis qu'enfin ces tests soient abandonnés pour les familles groenlandaises en 2025. Bof, c'était une autre époque. Enfin, du coup, on peut comprendre que les revendications politiques des Groenlandais se soient tournées vers l'indépendance. L'autonomie du Groenland a été consacrée dès la fin des années 70, devenant officielle après un référendum en 1979. C'est aussi à ce moment-là que la capitale, qui avait encore un nom danois, est rebaptisée avec un nom groenlandais. Et 3 ans plus tard, en 1982, suite à un autre référendum, le Groenland se retire de la Communauté économique européenne, ancêtre de notre Union européenne, à une courte majorité. Ce qui fait que même si aujourd'hui le Groenland est économiquement très proche de l'Union européenne, et est même considéré comme un territoire d'outre-mer associé, il ne fait pas directement partie de l'UE. Ce refus d'entrer dans la CEE s'explique par le fait que cette dernière risquait d'avoir un impact négatif pour les pêcheurs groenlandais, alors que, pour rappel, la pêche concerne l'essentiel des revenus. L'autonomie du Groenland a encore été renforcée en 2009, après un nouveau référendum qui entérine le droit des Groenlandais à leur autodétermination, et transfère la gestion de la police, de la justice et une partie des relations internationales directement au gouvernement du Groenland. Le sentiment indépendantiste groenlandais est toujours fort et ses dirigeants successifs ont tous affirmé depuis les années 2010 que le pays se dirigeait, lentement mais sûrement, vers son indépendance, avec même une commission qui est chargée depuis 2017
permettent de rédiger une constitution pour le pays. Toutefois, cette volonté d'indépendance se heurte à plusieurs problèmes. Déjà, le pays est toujours très dépendant économiquement des subventions danoises, qui couvrent pas moins de 60% de son budget. Faut voir que le Groenland reste un nain en termes de population, entre 50 et 60 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la population de Bobigny, en Île-de-France. Ça implique que si le pays veut prendre son indépendance, il doit trouver de nouvelles sources de revenus. Alors en soi, ça tombe bien parce qu'il y a une source de revenus potentielle considérable qui est la principale piste des gouvernements groenlandais en cas d'indépendance, mais vient elle aussi avec son lot de problèmes, l'extraction minière. Le Groenland est un pays très riche en terres rares qui n'ont pas ou très peu été exploitées. Cette absence d'exploitation s'explique à la fois par la difficulté d'exploitation du fait des conditions climatiques, mais aussi par des considérations écologiques, puisque l'exploitation minière aurait des retombées environnementales inévitables sur le territoire. Se pose aussi la question des maladies de l'extractivisme, identifiées dans les pays d'Amérique du Sud qu'ils pratiquent, à savoir les populations locales qui se retrouvent exclues de cette manne économique et sont donc privées des retombées de l'extraction. Du coup, le fait d'exploiter ou non les terres groenlandaises et les ressources qu'elles abritent est un des principaux sujets de débat dans la politique groenlandaise, mais aussi dans le monde entier, puisque ces terres rares sont considérées comme essentielles pour la transition énergétique. C'est pas pour rien que les grands impérialismes convoitent le Groenland. On parle des États-Unis en ce moment du fait de Trump, mais la Chine et la Russie également s'y intéressent. Et autant l'autonomie et l'indépendance, ce sont des choses qui font plutôt consensus dans la politique groenlandaise, autant la question de l'extractivisme, c'est un sujet beaucoup plus tendu. D'autant plus que non seulement il y a des pros et des antis, mais en plus tout le monde ne soutient pas les mêmes industries extractivistes, parce que oui, il y en a plusieurs. Vous avez par exemple le Parti social-démocrate En Avant, historiquement le plus gros parti du Groenland, mais qui s'est effondré dernièrement, et qui était très favorable à l'extraction de lithium, mais vous avez aussi le parti de gauche plus radical Communauté du Peuple, qui est favorable à une intensification de l'extraction minière pour l'indépendance, mais en même temps défavorable à celle du lithium. Vous avez aussi le parti Nalrak, pro-indépendance mais pas trop pro-extraction, et puis il y a aussi la question des ressources pétrolières offshore qui se pose, et comme ces partis gouvernent tous ensemble dans des coalitions assez larges, elles nécessitent des négociations. Notez d'ailleurs que le premier parti du pays actuellement, le parti de centre-droit Les Démocrates, n'est pas favorable à une indépendance trop rapide vis-à-vis du Danemark, sans doute aussi parce qu'il est monté dans le contexte des menaces de Trump, ce qui a renforcé la crainte des Groenlandais de se retrouver isolés face aux géants états-uniens. Ainsi, bien qu'étant un petit pays en termes de population, le Groenland est un territoire en partie souverain et dont la population se considère comme distincte vis-à-vis du Danemark. L'enjeu de l'indépendance reste aujourd'hui très fort, mais il est contrarié par les différents impérialismes, chinois, russes et surtout états-uniens actuellement, qui veulent s'approprier ces ressources et au passage veulent se les approprier aux dépens de la population groenlandaise. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux 2 chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Les dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!